Bonjour, nous allons proposer le travail à partir du manuel qui concernait l'Union européenne. Si nous regardons cette carte, l'Union européenne en 1995, pourquoi l'appelle-t-on l'Europe des 15? Parce qu'il y a à l'époque 15 pays. Ça n'a pas toujours été le cas. En 1957, ils sont 6. On voit que en 2007, ils sont 27. En 2013, 28. Et aujourd'hui, il y a 27 pays dans l'Union européenne, puisque un pays, le Royaume-Uni, a quitté l'Union européenne. À partir des années 2000, l'Union européenne s'agrandit. Elle s'élargit, comme on dit, de nouveaux membres entrent dans l'Union européenne. Où se situe-t-il? Il se situe à l'est, dans cette partie-là. Si on regarde les légendes, il se situe à l'est. Bon. Pourquoi? En 1991, l'URSS a disparu. Tous ces pays, qui étaient des pays satellites, deviennent à nouveau indépendants et demandent à entrer dans l'Union européenne. C'est une demande. Beaucoup de pays en rêvent d'y entrer. Pourquoi? On va le voir. L'Union européenne, c'est beaucoup de choses très intéressantes pour les gens et pour les États. Dans quel contexte naît l'Union européenne? Le mot contexte, on l'a déjà vu. Le contexte, c'est qu'est-ce qui se passe à l'époque qui peut expliquer que la CEE soit créée. La CEE, c'est l'ancêtre de l'Union européenne. Ça veut dire la Communauté européenne, économique européenne. Elle est créée en 1957. 1957, qu'est-ce qui se passe à l'époque? On a une affiche qui nous permet de comprendre, on est pendant la guerre froide. Le personnage ici, c'est l'Europe. Voilà. Et puis il est en train de bousculer deux énormes blocs, c'est les deux blocs de la guerre froide. Ici on reconnaît le drapeau de l'URSS, rouge, avec la faucille et le marteau, ici la bannière étoilée des États-Unis. Entre les deux blocs, pour les pays de l'Europe, s'unir, ça leur permettrait d'être un peu plus forts, parce que les deux grands sont les deux superpuissances avec leurs alliés. Et bien sûr, les pays qui font faire partie de la CE sont des alliés des États-Unis. L'auteur ici du texte, il fait référence à quelle bataille? Si les pays de l'Europe se sont alliés, c'est pour éviter quoi? Pour éviter de nouvelles batailles, c'est-à-dire pour éviter de nouvelles guerres. C'est la guerre qui vient juste de se terminer. L'Europe, la CE, créée en 1957, elle est créée 12 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les pays de l'Europe se sont déchirés, ils se sont détruits. L'Europe est en ruine. Donc, l'idée de se mettre ensemble en faisant la CEE, puis l'Union européenne, c'est d'éviter la guerre en Europe. Ce qui a fonctionné, parce que depuis, la paix règne en Europe. Quelles sont les deux réalisations? Alors, on le voit d'abord sur ce document-là. D'abord, première réalisation de l'Europe, la paix. Deuxième, on parle du marché commun et de l'Euratom. Donc on en a trois de réalisations. On les retrouve, ces réalisations, sur ce buvard d'écolier. C'est pour les enfants, un petit buvard d'écolier. La communauté européenne prépare pour toi un avenir meilleur. C'est de la propagande, c'est une image très positive de l'Union européenne. Et l'Union européenne, ça sert à quoi? À mettre ensemble l'économie, c'est le marché commun, avec notamment le charbon, l'acier, mais aussi l'agriculture. C'est-à-dire que l'idée, c'est voilà, entre les pays qui vont faire partie de la CE, il n'y aura plus de frontières pour les produits. C'est-à-dire des produits qui sont fabriqués en France, je sais pas, par exemple des automobiles Renault, elles pourront, passer la frontière et être vendues en Belgique, sans qu'il y ait des taxes supplémentaires qui soient payées. Quand on passe la frontière, il y a une douane et on paie des droits de douane. Mais là, il n'y en a pas. Entre les pays de la CE, c'est fini les droits de douane, ça va permettre aux produits de circuler, de se retrouver dans les magasins ou sur les marchés des différents pays au même prix. Voilà. Donc ça va favoriser vraiment la reconstruction de l'Europe après la guerre, grâce aussi au plan Marshall des États-Unis.
Voilà. L'Euratom, c'est pour mettre en commun les recherches sur l'énergie atomique, qui est nouvelle, hein. Les États-Unis disposent de la bombe nucléaire depuis 1945, mais cette énergie atomique est encore nouvelle. Quels sont les pays qui font partie, du coup, de cette communauté économique européenne? Il y en a 6, hein, la France, l'Italie, l'Allemagne, et puis ici, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Alors, on s'intéresse maintenant aux institutions de l'Union européenne. L'Union européenne a des institutions très compliquées, hein. On a un Conseil européen, se réunissent les chefs d'État. Le président Macron fait partie du Conseil européen avec le Premier ministre Philippe. On voit que ça a beaucoup de pouvoir, hein. Il y a une commission européenne avec 28 commissaires, il y a un Conseil de l'Union européenne. Ça, c'est lorsque, par exemple, on discute d'agriculture, tous les ministres de l'agriculture se réunissent ensemble, on va dire que c'est le Conseil de l'Union européenne de l'agriculture. Quand on parle de tourisme, c'est les 27 pays du tourisme les 27 ministres du tourisme qui se réunissent, et on va appeler ça le Conseil de l'Union européenne du tourisme. Et puis il y a le Parlement européen, et c'est l'objet de la question. Comment sont élus les parlementaires européens au suffrage universel direct? Donc tout ça a l'air très démocratique, en tout cas pour le Parlement européen. Quel est son rôle? Il donne son avis. Bon, en fait, il fait pas grand-chose, hein. Il donne son avis, c'est pas lui qui fait les lois européennes, on appelle ça les directives européennes. Les lois, c'est, hop, la Commission et le Conseil européen. Surtout, c'est pas ces gens qui sont élus par les Européens. On va s'intéresser ensuite à la caricature. Alors, pour simplifier un petit peu ce système européen, les États avaient choisi de mettre en place une constitution pour l'Europe, comme il y a une constitution pour la France, par exemple. Et cette constitution, on l'a proposée aux différents pays, donc c'est démocratique. Les Français ont pu s'exprimer par référendum, nous avons déjà vu ce qu'est un référendum, pour savoir s'ils étaient pour ou contre. Les Français ont voté non, et du coup cette constitution n'a pas été adoptée. Il suffisait qu'un pays dise non, pour que, évidemment, ce ne soit pas adopté, ce qui est normal, c'est démocratique. Alors qu'est-ce qu'on voit sur le nom? L'île, ici, ça représente la France. On reconnaît les frontières de la France, il y a un palmier, le drapeau français, les Français se disputent, parce que quand il y a un référendum, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et finalement, ceux qui sont contre, on les appelait les nonistes, ont été majoritaires face aux oui-istes. Oui, on fait des petits mots à cette occasion. Et qu'est-ce qu'on vous rejoint? Les autres pays de l'Union européenne qui sont sur un galion, avec tous les drapeaux, et qui semblent s'éloigner. Ce que semble dire cette image, c'est que la France est sortie de l'Union européenne. Bon, c'est le lendemain du référendum. La France n'en est pas sortie, mais c'est vrai que l'Union européenne s'est un peu arrêtée ce jour-là. Il n'y a plus de progrès démocratique depuis, puisque la majorité des Français n'ont pas trouvé que c'était une bonne constitution qu'on leur propose. Bref, il y a de l'euroscepticisme. Aujourd'hui, l'Europe, elle ne fait plus autant rêver qu'avant. Quand elle a été créée, c'était l'occasion d'être plus prospère, de mener une meilleure vie, de pouvoir échanger, de voyager, d'habiter dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est ça qui faisait rêver les Français. Aujourd'hui, beaucoup de Français ne voient plus l'Europe comme un rêve, mais comme une contrainte, des choses obligatoires que l'on doit faire, et puis comme des freins à l'enrichissement, à l'amélioration de la vie des gens. C'est ce que nous allons essayer de comprendre.